jusqu'à maintenant, nous avons écouté des intervenants nous parler de démarches DevOps plutôt dans de grandes entreprises, dans de grands groupes. Il serait temps maintenant de voir comment ça se passe dans une entreprise à taille plus humaine. Et avec notre prochain intervenant, qui est développeur et coach chez Théodo, Tristan Roussel. Il y a 3 ans, j'ai développé une application de formulaire en ligne en méthodologie agile. Pendant toute la durée du développement, le projet était au beau fixe. Notre client était satisfait. Nous livrions les fonctionnalités à la vitesse attendue pour atteindre notre succès et nos standards étaient respectés. Pourtant, nous avons échoué. Pendant 2 mois, nous n'avons pas réussi à mettre l'application en production. Notre client, à la recherche d'un hébergeur, n'est pas parvenu à signer un contrat avant la fin des développements. Il s'est senti mal accompagné et nous avons perdu sa confiance. Pour corriger le tir, nous avons dû prolonger le projet afin de délivrer enfin de la valeur. Comment éviter que cela ne se reproduise ? Nous avons mesuré combien d'anciens projets ont échoué à aller jusqu'en production et pour quelles raisons. Ceux qui réussissent sont ceux qui ont un hébergement dès le premier jour. Nous avons donc imaginé une solution simple. En avant-vente, lorsqu'un client ne possède pas d'hébergement, nous lui soumettons une proposition commerciale incluant les services d'un prestataire partenaire. Cette démarche de réduction du gaspillage et d'amélioration continue est l'essence de la théorie Lean. Comment résout-on un problème en Lean ? En quoi cette théorie nous permet de cultiver la philosophie DevOps ? C'est ce à quoi je vais tenter de répondre cet après-midi. Le PISCAR est un outil d'apprentissage permettant de formaliser la résolution de problèmes. C'est un acronyme signifiant problème, impact, situation, cause, action et résultat. Un problème, c'est un écart à un standard. Nous adoptons une démarche scientifique et nous voulons savoir avec certitude si un problème est présent ou résolu, et avec objectivité. En ligne, un problème se dessine. Par exemple, des utilisateurs d'un site d'un de nos clients se sont plaints qu'ils n'arrivaient pas à acheter le produit sur le site. Nous avons donc une régression, c'est-à-dire un comportement, une fonctionnalité qui ne se comporte plus comme attendu. Notre standard, c'est 0 régression. Nous voulons savoir si le problème mérite d'être résolu prioritairement. Faire perdre 5 minutes à un développeur par an ne justifie pas de passer 3 heures à résoudre le problème. Ici, nos utilisateurs n'ont pas pu acheter le produit pendant une journée. Il y a en moyenne 50 utilisateurs par jour pour un panier moyen de 100 €, soit un manque à gagner de 5 000 €, ce qui est plutôt considérable. La situation, c'est le processus idéal suivi par une pièce sur notre chaîne de production. Le Lean a pour origine le système de production Toyota et ces outils ont été développés en analogie avec les chaînes de production industrielles. Ici, notre pièce est une fonctionnalité et nous suivons son développement.
il y a 7 étapes clés. Le client imagine une nouvelle fonctionnalité et l'ajoute dans son product backlog. Il la présente en review au reste de l'équipe et se fait challenger sur son importance fonctionnelle et sa priorisation. L'équipe technique détermine la stratégie technique d'implémentation de la fonctionnalité et s'engage sur sa réalisation lors du planning. Un membre de l'équipe technique développe la fonctionnalité et la déploie sur l'environnement de validation. Le client valide que la fonctionnalité répond bien à ses attentes. Nous déployons la fonctionnalité en production. Et enfin, la fonctionnalité est utilisée et le client récolte des retours utilisateurs. Nous voulons savoir à quelle étape de la chaîne notre situation s'est éloignée du processus idéal. Ici, nous avons repéré le problème au niveau des retours utilisateurs. Pour pouvoir correctement résoudre le problème, et pas simplement attaquer ses symptômes, nous voulons trouver la cause racine. C'est souvent l'étape la plus difficile de la résolution, et nous avons pour cela 2 outils à notre disposition. Les 7 hypothèses de cause et les 5 pourquoi. Alors, ça fait un peu marabout quand je vous le dis comme ça, mais en vrai, c'est super concret, je vous rassure. Nous cherchons donc 7 hypothèses de cause, et pour chacune de ces hypothèses, une méthode de confirmation pour valider ou invalider l'hypothèse. Je vais vous donner 2 exemples. Hypothèse numéro 1. Nos utilisateurs ne savent pas commander correctement un produit sur le site de notre client. Méthode de confirmation. Nous contactons un utilisateur s'étant plaint et l'observons en train d'essayer la commande. Résultat, l'utilisateur déroule correctement les étapes, l'hypothèse est donc invalide. Seconde hypothèse, notre dernier déploiement a cassé la fonctionnalité. Méthode de confirmation. Nous effectuons un rollback de l'application et demandons à un utilisateur d'essayer à nouveau de commander le produit. Résultat, l'utilisateur peut de nouveau commander le produit, l'hypothèse est donc valide. Nous voulons maintenant creuser notre hypothèse le plus loin possible pour remonter à sa source et pouvoir y remédier de manière durable. Nous utilisons donc la méthode des 5 pourquoi. Nous avons eu une régression. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas... Parce que notre dernier déploiement a cassé la fonctionnalité. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas repéré la régression avant notre déploiement. Pourquoi ? Parce que le test de la fonctionnalité n'a pas repéré la régression. Pourquoi ? Parce que les données nécessaires à la régression n'étaient pas présentes sur notre serveur de validation. Pourquoi ? Je vous rassure, c'est le dernier. Parce que nous travaillons avec des données différentes en validation et en production. Nous avons donc trouvé la cause de notre problème. Alors évidemment, je vous ai dit les 7 hypothèses de cause et les 5 pourquoi. Les chiffres ne sont pas très importants, ce n'est pas les nombres qui comptent. L'idée, c'est d'avoir eu la démarche de résolution de problèmes un peu intensive. Nous mettons donc en place une action qui est de mettre les données de production sur notre environnement de validation lors des prochains développements. Afin de s'assurer que notre action est effective, nous mettons en place 2 échéances. Premièrement, lorsque nous mettons les données de production sur notre environnement de validation,
nous devons voir réapparaître la régression, ce qui nous signifie que la régression était bien due à un problème de données. Deuxièmement, pendant 2 semaines, nous vérifions qu'aucune nouvelle régression ne survient à cause des données. Le Piscar fait partie d'un outil plus grand, appelé le PDCA, que certains d'entre vous connaissent probablement, pour Plan, Do, Check, Act. Le plan, c'est le Piscar, c'est ce que nous venons de faire. Le Do, c'est l'exécution de l'action du Piscar. Le check, c'est la mesure du résultat attendu. Et le act, c'est l'apprentissage que nous faisons de cette mesure. Ici, nous avons appris que posséder des données de production sur notre environnement de validation permettait d'éviter les régressions. Nous mettons donc en place un nouveau standard. L'environnement de validation est ISO production, en provisioning et en données. Ce standard doit être vérifié par les équipes chaque semaine sur leur projet. Cette démarche de résolution de problèmes nous a permis de mettre en place un certain nombre de pratiques et de standards. Je vais vous donner 3 exemples. Sur nos projets, il nous est arrivé régulièrement au début des projets de ne pas pouvoir être productif à 100%. Par exemple, il m'est déjà arrivé de me poser devant mon ordinateur le premier jour des développements et de me rendre compte que je ne pouvais pas développer parce qu'il me manquait un accès SSH. C'est pas terrible. Afin d'éviter cela, nous avons mis en place le challenge technique. Pendant 3 jours, avant les développements par l'équipe technique, un architecte développeur ou une architecte développeuse développe seul en autonomie sur l'application afin de s'assurer que 3 standards sont respectés. L'application est en production. Il n'y a pas de dépendance extérieure pour aller jusqu'en production. L'environnement de validation est ISO production, donc notre dernier standard. Pour cela, il ou elle développe une fonctionnalité typique de l'application et met ainsi à jour le flux de production, découvre les dépendances extérieures sur ce flux et travaille à les résoudre avant l'arrivée des développeurs. C'est typiquement pour résoudre des problèmes de communication entre dev et ops que nous avons mis en place cette pratique. Deuxième exemple, lorsqu'ils arrivent à Théodo, les nouveaux développeurs et développeuses n'ont pas encore la culture DevOps, même si nous avons déjà commencé à leur en parler lors des entretiens de recrutement. Ils et elles sortent tout juste d'école. Nous avons mis en place une formation d'1 semaine pendant laquelle ils ou elles doivent en autonomie réaliser un certain nombre de tâches. Ils ou elles doivent installer leur environnement de travail sur Linux, installer et maîtriser un éditeur de texte, apprendre à se connecter en SSH sur un serveur, installer une application web PHP sur une machine virtuelle, apprendre à provisionner une machine virtuelle, mettre en place un déploiement automatisé de leur application, installer une application web full stack JavaScript, apprendre à remédier à de grandes failles de sécurité classiques, mettre en place une intégration continue et écrire des tests, et mettre en place du monitoring. Alors, c'est une tâche très difficile pour les nouveaux arrivants, et nous attendons donc d'eux qu'ils échouent et rencontrent des obstacles régulièrement. Cette formation est là pour les sensibiliser à l'importance et à la complexité des tâches Ops. Alors bien sûr,
nous ne les laissons pas échouer sans les aider. Nous avons en place un système de coaching où lorsqu'un développeur ou une développeuse a un problème, il ou elle fait appel à son coach pour l'aider à résoudre ce problème. Dans les usines Toyota, à l'origine, le hand-done était un gros bouton rouge que l'on pouvait actionner à tout moment sur une chaîne de production afin de lever une alerte. Et alors, à ce moment-là, le management venait nous aider à résoudre le problème et à relancer la chaîne de production. Chez nous, le hand-done sert à lever l'alerte, à résoudre le problème, mais aussi à apprendre de nouveaux gestes et à transmettre notre culture. En résumé, nous faisons face à des problèmes sur nos projets, c'est-à-dire des écarts à des standards. Nous les résolvons grâce à des outils tels que le PISCAR et le PDCA. Nous apprenons de nouveaux standards et de nouvelles pratiques comme le challenge technique et la formation commando. Et nous transmettons notre culture grâce au hand-done. Cette démarche de réduction du gaspillage et d'amélioration continue qu'est le Lean a été pour nous la clé du succès de nos applications, de notre croissance et de notre culture de la philosophie DevOps. Merci. Et merci pour ça, hein, extrêmement intéressant. La question la plus populaire, mais de loin, c'est comment gérez-vous les problèmes de confidentialité éventuels liés à l'utilisation des données de production en acceptant ce? Alors, c'est une question vraiment intéressante parce que c'est un problème qui survient en ce moment même sur plusieurs de nos projets, notamment pour des grandes entreprises. Le but, c'est d'essayer d'être le plus possible ISO production. Évidemment, dans certains cas, il y aura des choses qu'on ne pourra pas sortir, mais dans ce cas-là, on met en place des scripts d'anonymisation. Il faut les prévoir un petit peu en amont, parce que ça peut coûter cher d'anonymiser des données dans certains cas. C'est pas toujours évident. Et c'est comme ça qu'on réussit à passer le cap de la confidentialité. Très bien. Il y a aussi une autre question accessoire. Dans la pratique, on peut très difficilement avoir l'approbation du client pour récupérer ces données de production. Comment vous arrivez à les convaincre? Alors, en général, ce qu'on aime bien avec les clients, c'est leur raconter des histoires. C'est leur raconter les histoires de nos échecs passés, sur le fait qu'on a eu des projets, il y a eu du sang, des larmes et de la sueur qui ont été versés par d'autres développeurs sur des projets précédents, et des clients qui ont raté des projets à cause de ça. Donc on leur montre, et on leur explique quelle est l'importance du standard, et que du coup ils sont convaincus de travailler avec nous, ou alors de ne pas respecter nos standards et de chercher quelqu'un d'autre qui veut travailler différemment. D'accord, très bien. Mais merci encore à vous. Merci. Question.